Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain français Michel Bussy. Quand on aime lire, c'est qu'on a forcément un désir de solitude, on a un désir de mélancolie, on a un désir de nostalgie, on a un désir de se retrouver avec soi et on a même un désir d'aimer ce qui peut rendre triste, ce qui peut rendre un petit peu angoissé, etc. Donc je pense que fondamentalement, des gens qui ne se posent pas de questions, qui vont très bien, enfin qui quelque part ne se posent pas de questions existentielles, n'ont pas forcément besoin de lecture. Doucement mais sûrement, Michel Bussy s'est imposé en quelques années comme l'un des romanciers préférés des Français. Depuis Nymphéa Noir en 2011, ce chercheur au CNRS, spécialiste de la géographie électorale, gagne sans cesse de nouveaux fidèles grâce à ses thrillers aussi habiles que captivants. La télévision ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'Un avion sans aile et Le temps est assassin ont tour à tour été adaptés pour M6 et TF1. Un an à peine après J'ai dû rêver trop fort, Michel Bussy revient en librairie le 6 février avec Au soleil redouté, un roman noir qui se déroule sous le soleil des îles Marquises. 5 lectrices, aux personnalités très différentes, ont remporté un concours pour participer à un atelier d'écriture avec Pierre-Yves François, leur auteur préféré. Bien vite, ce petit coin de paradis va se transformer en cauchemar à ciel ouvert, chaque protagoniste soupçonnant son voisin au fur et à mesure que les disparitions s'enchaînent. Avec ce page-turner impossible à lâcher, Michel Bussy rend hommage à Agatha Christie, l'une de ses références absolues. On sent d'ailleurs son plaisir, presque son sourire à nous mener par le bout du nez, de la première à la dernière page. Je suis allé le rencontrer chez son éditeur, les Presses de la Cité, dans une tour ultramoderne du 13e arrondissement de Paris, en pleine signature des premiers exemplaires de ce qui s'annonce comme l'un des best-sellers de l'année qui commence. Bonjour Michel Bussy. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien. Bonne année. Bonne année à vous aussi, voilà. Vous êtes le premier invité des gens qui lisent sont plus heureux en 2020. Et dès le début du mois de février, vous publiez votre nouveau roman, Au soleil redouté. Alors le soleil redouté, c'est plein de significations à la fois. C'est le titre du roman, c'est le nom d'une sorte de pension de famille, d'hôtel aux Marquises, mais c'est aussi des paroles qu'on retrouve dans une chanson de Jacques Brel, Les Marquises. Vous êtes amoureux des Marquises, vous les avez découvertes récemment ? Moi, je les ai découverts récemment, mais c'est vrai que je cherchais pour mon histoire une île très isolée, si possible française, avec une grande histoire à la fois culturelle, mais aussi éventuellement avec des symboles forts. Et c'est vrai que tout de suite, quand j'ai commencé à faire un petit casting, les Marquises sont apparus comme une évidence. Donc j'ai eu la chance de m'y rendre. Et puis voilà, donc c'est un roman qui, en plus de tout le reste, j'espère, donne vraiment envie de... Alors, non seulement de découvrir cette île pour ceux qui ont cette chance, mais en tout cas d'y voyager et d'avoir l'impression d'y être. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais bon, ça sort au moment où le froid s'abat sur la France, alors que là-bas, il fait chaud, très chaud, et puis il y a des crimes. Alors, on ne va pas tout dévoiler, mais ça pourrait être une sorte de murder party, en tout cas, certains le pensent dans le roman. Des gagnantes d'un concours se retrouvent avec leur écrivain préféré pour un atelier d'écriture qui va se dévoiler... plus sanglant qu'on pourrait l'imaginer. Vous avez déjà fait, vous, des ateliers d'écriture, Michel ? Non, j'en ai pas fait à la fois ni comme apprenti écrivain, ni comme écrivain professeur. Comme j'étais professeur à l'université, j'ai fait quelques cours d'écriture pour des étudiants, mais ça s'arrête là. Donc non, j'ai pas fait ça. On me l'a souvent proposé, mais j'ai pas eu le temps jusqu'à présent. Enfin, j'ai complètement imaginé ce que pouvait être effectivement un atelier d'écriture avec un écrivain qu'on apprécie. Et puis il y avait cet univers du huis clos, évidemment, donc un nombre limité de personnes qui se rendent pour le même motif sur une île très lointaine. Et évidemment, le voyage ou l'invitation ne se passe pas exactement
comme prévu. Et puis c'est un peu le thème du passager clandestin aussi, c'est-à-dire voilà, on se doute que parmi l'ensemble des pensionnaires, l'une d'elles, puisque ce sont des lectrices, n'est pas exactement qui elle prétend être. En tout cas, voilà, donc il y a évidemment un climat de suspicion et de défiance qui fait le lot en fait de ce type de roman. C'est-à-dire qu'évidemment le lecteur évidemment est censé soupçonner tout le monde et deviner si possible avant qu'on lui révèle qui manipule depuis le début l'ensemble des autres invités. Alors on prend beaucoup de plaisir à le lire et on ressent le plaisir que vous avez eu à l'écrire. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup amusé. Je me trompe ? Oui, alors c'est vraiment un genre qui est un genre qui a été un peu codifié par Agatha Christie, faut pas se le cacher. Il y a un vrai hommage des petits nègres dans ce roman. Donc c'est vrai que c'est ce genre, y compris la pension, qu'on retrouve souvent sur Agatha Christie, qui est effectivement un nombre limité de suspects. Là, il y en a à peu près une dizaine. Et avec le meurtre qui peut tomber sur n'importe lequel, le soupçon qui tombe sur tous. Bon, c'est un genre qui est à la fois un genre très ludique, mais c'est aussi un genre très psychologique, parce qu'évidemment, chaque personnalité développe son propre caractère, ses propres mobiles, ses propres secrets. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que les lecteurs aiment beaucoup ce type de roman. C'est qu'il y a toujours comme ça, on va rogner un petit peu, gratter un petit peu ce qu'il y a derrière les apparences et les non-dits. Donc ça, c'est vraiment tout un pan du roman. Après, il y a un pan du roman qui est évidemment les marquises, c'est-à-dire c'est pas qu'une boutade de dire que il fait froid en métropole et que ça peut être agréable de lire un livre qui se passe en plein milieu du Pacifique. Mais il y a ça aussi. Moi, j'ai toujours adoré ces romans où je voyageais, où les écrivains, par leur talent, m'emmenaient dans un endroit où je ne mettrais jamais les pieds. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette vraie envie d'avoir l'impression de ressentir non seulement cette île du Pacifique, mais cette frousse qu'on a. Il y a les tatouages et les tikis. Enfin, les Marquises sont une île très, très riche d'histoire, d'une histoire d'ailleurs souvent sanglante. Donc, évidemment, il y a à la fois le paradis et l'enfer réunis aux Marquises. Donc il y a aussi tout ce point-là. Et puis, évidemment, moi, souvent, on m'a qualifié d'un auteur à twist ou à rebondissement final. Et évidemment, mon intrigue, c'est pas seulement d'essayer de trouver qui est le coupable. J'espère que la fin est suffisamment surprenante pour qu'on ait toujours cette impression de se dire mon Dieu, je n'ai rien vu venir alors que tout était devant mes yeux. Et donc il y a cet effet que l'écrivain essaye d'être plus malin que le lecteur et que le lecteur essaye d'être plus malin que l'écrivain, mais que heureusement généralement le lecteur est très, très content à la fin de n'avoir rien vu et d'avoir envie de relire éventuellement le livre une seconde fois pour voir quels sont les indices qu'il n'a pas repéré au fil du texte. Cet hommage à Agatha Christie, ça m'a paru évident. Ça m'a semblé aussi évident que vous rendiez hommage aux livres que vous aimiez lire quand vous étiez plus jeune. Ce sont ces romans policiers, ces thrillers qui vous ont donné le goût de la lecture quand vous étiez enfant, adolescent ? Alors pas que, moi j'étais un lecteur qui lisait vraiment de tout, ça allait du policier à la science-fiction, au théâtre classique ou au classique en général. Non, j'étais un lecteur qui dévorait un peu tout, mais ce qui me caractérisait, je pense, c'est de vraiment pas faire de hiérarchie, c'est-à-dire que voilà, je peux aussi bien lire un classique qu'un Agatha Christie, qu'un Bob Moran et qu'un un Balzac. Enfin, donc il y avait cette idée de me dire je dévore tout et avec des goûts, ce qui est d'ailleurs souvent le cas des grands lecteurs qui aiment découvrir à peu près avec une espèce de boulimie comme ça de goûts différents. Donc à la fois j'ai adoré très tôt décortiquer ces récits un petit peu à suspense, un peu policiers, tout en aimant aussi me plonger dans des choses qui pouvaient être des grandes sagas, des grandes fresques politiques, etc. Où évidemment la dimension de suspense existait moins, en tout cas la dimension de jeu ludique, de savoir qui est coupable existait moins. Donc c'est une espèce de mélange, et j'espère que dans mes romans, je fais ce genre de mélange. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, certes, un côté, comme on dit, boudonite, qui a tué, mais j'espère que dans ce roman, il y a aussi... on apprend beaucoup de choses sur les Marquises, et puis
j'espère que ça dit aussi des choses sur le rapport à la lecture, puisqu'on a là 5 lectrices assez différentes qui ont toutes ce désir d'écrire, mais généralement pour des raisons assez différentes. Et donc, j'espère qu'on est aussi ému par ces personnages qui sont pas juste comme ça des... comment dire, enfin, on va lire c'est pas juste Madame Pervenche ou le colonel Moutarde, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste comme ça des caractéristiques qui visent à ce qu'ils aient un mobile et qu'ils puissent avoir tué. J'espère aussi arriver à émouvoir le lecteur, parce que derrière, il y a évidemment voilà, souvent la lecture, c'est lié, et le désir d'écriture, c'est souvent lié à des souffrances intérieures, à des désirs, à des choses un peu cachées, intimes. Et c'est aussi là-dessus que j'ai voulu faire glisser mon roman. C'est-à-dire évidemment, chacun a des mobiles, mais ces mobiles, voilà, c'est pas seulement, enfin, je ne vais pas trop en dévoiler, c'est pas seulement l'argent, c'est pas toujours ça, c'est aussi des frustrations très intimes. Et donc voilà, généralement, quand on lit beaucoup, c'est qu'on a envie de rêver une vie qu'on n'a pas. En tout cas, voilà, il y a toujours ce désir de fuir le réel. Et donc, du coup, ça peut être aussi un très bon argument ou artifice de roman que d'avoir comme ça des personnages qui, parce qu'ils lisent beaucoup, ont un rapport avec le réel qui est toujours un petit peu décalé. Les frustrations que vos héroïnes ressentent, est-ce qu'on peut dire que vous les avez ressenties vous aussi dans votre vie avant de publier, avant d'avoir du succès? Parce que déjà, il a fallu que vous commenciez à écrire. Et puis vos premiers manuscrits n'ont pas forcément trouvé preneur au début, n'ont pas forcément eu du succès. C'est venu au fur et à mesure. Est-ce que cette angoisse de pas être entendu, de pas être compris, de pas être lu, tout simplement, ça vous a accompagné pendant un certain temps? Alors, pas exactement. C'est-à-dire que moi, j'avais pas ce rapport vraiment à la frustration. C'est-à-dire, j'ai écrit un premier roman quand j'avais 30 ans, donc au moment où j'avais, entre guillemets, décidé, ou le temps de le faire après mes études. J'ai écrit un roman qui, effectivement, ce roman n'a pas été publié tout de suite. Donc, je me suis dit, bah voilà, je serai pas écrivain, je ferai autre chose, voilà. Donc, il y avait évidemment cette espèce de couperet qui est tombé, comme plein de gens en disant, bah voilà, c'est pas pour moi. Bon, je me suis quand même accroché par des biais détournés. Et puis, c'est vrai qu'à partir du moment où j'étais publié, au contraire, les marches enfin, ça a été que du bonheur. C'est-à-dire, roman après roman, le succès est venu. Et puis, donc, en fait, j'ai pas ressenti vraiment cette frustration. Par contre, ce que je ressens aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'être quelqu'un qui a gagné au loto, c'est-à-dire que voilà, qui a rêvé d'écrire toute sa vie, qui aujourd'hui est reconnu comme un écrivain par les autres. Et du coup, je me mets un peu à la place aussi de cette grande palette de gens qui ont ce désir d'écrire, mais qui le feront jamais parce que pour plein de raisons qui leur sont personnelles, ou des gens qui au contraire écrivent, mais dont on ne reconnaît pas forcément leur talent, qui peuvent être persuadés d'avoir du talent, mais personne ne leur reconnaît, ou au contraire des gens qui ont un énorme talent, mais qui ne vendent pas. Enfin voilà, on peut avoir comme ça un énorme panel là. Et peut-être que moi, étant ultra privilégié, avec une chance que je m'explique pas, et voilà, je m'arrivais tous les jours en me disant, mais en me pinçant quasiment pour dire pourquoi c'est tombé sur moi, parmi les centaines de milliers de gens qui rêvent d'écrire. Et donc du coup, voilà, il y a à la fois quelque chose qui est peut-être, il y a un jeu là-dessus, mais il y a aussi quelque chose qui peut-être exprime ce rapport qu'on a là. Et puis, pas oublier non plus le rapport à la lecture, c'est-à-dire que c'est peut-être ça que j'ai découvert en étant écrivain, c'est que le rapport à la lecture peut être très très fort pour un certain nombre de personnes. Et alors, c'est pas le rapport à l'écrivain, souvent l'écrivain il s'en fout, et d'ailleurs dans mon roman, l'écrivain... pas exactement lui qui est important, enfin voilà, c'est le rapport à un livre. C'est un livre peut changer une vie. Voilà, moi c'est vrai que j'ai rencontré des lectrices qui ont divorcé après avoir lu mes livres, ou qui ont ou qui ont changé de vie, qui ont changé de vie pour diverses raisons, parce qu'ils ont lu mon livre ou qu'ils ont lu un autre livre. Enfin ça, je pense que tous les écrivains pourraient raconter comme ça des histoires fascinantes. Et vous, il y a un livre qui a changé votre vie comme ça? Alors, qui a changé ma vie, je dirais pas, mais c'est vrai qu'un long dimanche de fiançailles de Japrisot est sûrement celui qui a déclenché pas mon désir d'écrire, mais en tout cas de savoir ce que je voulais écrire à un moment donné, de façon très très précise. C'est vrai que j'ai écrit mon premier roman très précisément après avoir refermé ce livre-là. Donc c'est sûr que c'est ça que je voulais écrire, quoi, à la façon de Sébastien Japrisot. Mais il peut pas dire que dans ma vie personnelle, il y a un livre qui est déclenché ma vie. Peut-être que parce que j'avais un rapport plus à la création que voilà. Mais effectivement, il y a un certain nombre de gens qui peuvent simplement vivre à travers les livres
Et du coup, enfin, ce qu'on disait souvent, voilà, c'est les femmes qui lisent sont dangereuses, ou enfin, il y a cette idée que voilà, qu'on peut se rebeller par rapport à sa vie, simplement la lecture d'un livre, en disant mais pourquoi j'accepte ça, pourquoi je continue, et voilà. Et donc avec l'idée, est-ce que les livres évidemment ne montrent pas des choses inaccessibles, voilà. Puis il y a un tel rapport à l'intimité dans le livre qu'évidemment c'est souvent beaucoup plus fort que tout autre média qui peuvent être la télé, le cinéma, etc. Parce qu'il y a le livre, évidemment, on le lit seul, quand on le désire, souvent dans des moments qui peuvent être des moments de solitude, d'intimité. Donc c'est sûr que à ce niveau-là, des livres peuvent évidemment sauver des vies, bouleverser des vies, voilà. Dans votre vie de chercheur, donc je rappelle, hein, votre spécialité c'était la cartographie électorale. On pourrait en parler pendant des heures. C'est fascinant, ça doit vous intéresser, même en ce moment avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe en France. Est-ce que vous étiez heureux dans cette vie-là, ou est-ce que il manquait un petit truc de ne pas être publié et de ne pas être écrivain? Est-ce que vous auriez pu continuer cette vie-là sans problème? Ah bah bien sûr, j'aurais pu continuer cette vie-là sans problème, qui est la vie entre guillemets de tout le monde. Et à la limite, on peut très bien continuer une vie et puis avoir sa part secrète d'écriture pour soi. Ça, c'est la vie, je dirais, classique. Et c'est alors, je ne sais pas si je suis plus heureux aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une espèce comme ça, comme je disais un peu, de miracle qui tombe et auquel on a un peu de mal à croire. Mais c'est aussi une espèce de... Enfin, comment dire ? Les choses prennent un sens. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'envie d'écrire, d'envie d'inventer des histoires, de se dire que ces histoires doivent exister et qu'elles existent et que finalement les gens les apprécient. On se dit qu'il y a une forme d'évidence. Donc voilà. Après, c'est difficile à dire parce que avant d'écrire ou avant d'avoir du succès, jamais j'aurais imaginé pouvoir être un écrivain à succès, pouvoir être un écrivain qui est reconnu, qui voilà, dont les livres traînent dans les maisons des gens. Enfin, jamais c'est quelque chose que j'aurais imaginé. Donc on n'est pas malheureux de quelque chose qu'on n'espère pas. C'est comme quelqu'un qui joue pas l'auto, il va pas être malheureux de pas être millionnaire, quoi. Donc voilà, donc c'est ça qui est très étrange. Donc non, je pense pas qu'il y ait une... Après, je pense qu'on se... Enfin, moi, je suis très admiratif des gens qui, à 20 ans, misent toute leur vie pour se dire, voilà, j'aurai le Goncourt à 20 ans ou rien, et qui sont prêts. Oui, on en connaît qui sont prêts à dormir sous les ponts pour voilà, ou à ne rien manger, etc. Simplement parce qu'ils veulent réussir. Donc c'est voilà, ils font tapis. Bon, c'est vrai que j'ai peut-être pas ce caractère-là, et donc j'ai pas construit ma vie comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être moins de frustration. D'un autre côté, je pense que j'avais dans ma tête je dis pas un plan de carrière, mais enfin une ambition très organisée, très planifiée, et donc c'est assez étrange quand finalement ça se réalise. Mais voilà, je savais qu'après mes études, je voulais écrire un roman. Enfin voilà, il y avait des choses et j'ai jamais lâché cette envie-là, tout en me disant voilà qu'au mieux, voilà, je vendrais 2000 bouquins dans ma région. Mais en tout cas, il y avait quand même cette idée de se dire, ça serait un vrai gâchis si à un moment donné, j'arrivais pas à aller au bout de ça, quoi. Alors ce podcast s'intitule Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est toujours un thème de philosophique pour mes invités. Je leur pose la question à Michel, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que pour vous les gens qui lisent sont plus heureux? Non, je suis pas d'accord. Je pense que vous aurez presque... Vous faites partie de cette catégorie-là. D'accord. J'aurais presque tendance à dire que les gens qui lisent sont plus malheureux. Non, les gens qui lisent sont plus mélancoliques. Voilà, c'est pas que la lecture qui les rend malheureux pour moi. C'est simplement que quand on aime lire, c'est qu'on a forcément un désir de solitude, on a un désir de mélancolie, on a un désir de nostalgie, on a un désir de se retrouver avec soi, et on a même un désir d'aimer ce qui peut rendre triste, ce qui peut rendre un petit peu angoissé, etc. Donc je pense que fondamentalement, des gens qui ne se posent pas de questions, qui vont très bien, enfin qui quelque part ne se posent pas de questions existentielles, n'ont pas forcément besoin de lecture et ils vont s'éclater dans autre chose. Mais voilà, je pense que ce désir de lire, souvent, est lié à un désir... Oui, qui correspond à une très douce mélancolie, souvent, enfin quelque chose qui nous accompagne, qui est à la fois très agréable, mais que parfois les gens qui ne lisent pas ont du mal à comprendre, quoi.
Voilà. On le voit très jeune chez les enfants. L'enfant qui a besoin de lire, voilà, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui va chercher en dehors du monde réel, et puis il y a des gens qui se contentent du monde réel, et moi j'ai toujours admiré ces gens-là. Enfin, je suis très bluffé par les gens comme ça qui n'ont pas besoin d'imaginaire, qui n'ont pas besoin de s'évader. Ça me bluffe parce que je ne pourrais pas. Quelqu'un qui ne lit pas, vous lui dites quoi? Vous lui dites tant mieux pour toi ou tant pis pour toi? Non, je lui dis pas ni l'un ni l'autre. Je pourrais lui dire éventuellement tant pis pour toi, mais je sais bien que ça ne rien. Ça ne va pas lui apporter quelque chose. Moi vraiment, j'ai plein de copains qui lisent pas, qui sont des potes d'enfance, des potes de collège, des potes de sport, etc. Ils lisent pas, donc ils se moquent de moi régulièrement parce que mes livres sont trop gros, parce que voilà, mais... Et ça ne les empêche pas d'être mes amis et qu'ils ont des tas de centres d'intérêt dans la vie, mais simplement l'imaginaire ou le besoin d'imaginaire ne fait pas partie de leur vie. Ils s'intéressent à des tas de choses qui ne me passionnent absolument pas, qui sont des choses très concrètes, très scientifiques. C'est quand même vos amis. Mais ça, oui, au contraire, on peut parler de tas de choses. Oui. Ça serait vraiment très ennuyeux de se retrouver. Au contraire, je trouve que la confrontation est très juste. Et moi, je pense que j'ai toujours été comme ça. Enfin, dès l'adolescence, à la fois, j'étais de ces ados qui aiment se retrouver à lire, voilà, et qui adoraient aussi se retrouver avec les copains pour jouer au foot. Et au contraire, enfin, cette espèce de confrontation. Surtout que je pense que la lecture a ce côté secret. Et enfin, moi, j'ai du mal à comprendre les gens qui lisent et puis qui, à longueur de soirée, parlent des livres qu'ils ont adorés. Voilà. Pour moi, non, la lecture, c'est quand même quelque chose d'intime. Et quand j'adore... À quelques rares exceptions près, quand j'adore un livre, il est pour moi, ou je l'offre à des gens dont je sais qu'ils vont l'apprécier, mais je vais pas passer mes soirées à essayer de convaincre des gens. Je sais pas ce que je veux dire, mais il y a quelque chose qui relève de la pudeur quand on aime un livre. Et voilà. Et donc moi, j'apprécie beaucoup les gens qui ont une sensibilité, qui ont cette pudeur, tout comme j'apprécie les gens qui vivent un peu en dehors des livres, mais qui, par ailleurs, peuvent avoir beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, des tas de choses. Et je trouve parfois presque même plus riche de se confronter à des gens qui ont cette distance, plutôt que d'être dans un entre-soi de gens qui ont forcément aimé les mêmes livres et qui finalement, du coup, on n'apprend pas grand-chose sur nous-mêmes, hein, puisque, voilà. Donc, évidemment, il y a plein d'exceptions, mais voilà, je trouve que... De toute façon, oui, je pense que fondamentalement, le livre peut être dangereux, oui, c'est clair. Hein. Et puis, je pense aussi que le livre a ce côté médicament, hein, c'est-à-dire que moi, pas se le cacher, il y a énormément de personnes âgées qui lisent. C'est pas seulement une question de génération, hein, c'est aussi une question de solitude. Et je pense que le livre, à la fois, a ce côté médicament pour ces personnes âgées parce que leur permettent de tenir, de pas s'ennuyer, de passer des journées. Mais c'est aussi une façon de s'évader de leur monde, parfois un peu fermé, parfois un peu triste, évidemment, et donc de vivre comme ça, par procuration. Hein. C'est assez clair. Alors, est-ce que ça les rend malheureux ou pas? Bien sûr, ça les aide à tenir. D'un autre côté, c'est peut-être un peu triste aussi de se dire qu'il y a que les livres pour leur faire vivre des histoires d'amour, pour leur faire vivre des voyages, alors que... Et les plus jeunes, les plus jeunes qui sont... pas que les plus jeunes, d'ailleurs, tous les gens qui sont aujourd'hui obsédés par leur smartphone, leurs réseaux sociaux, vous pensez qu'ils ont besoin des livres? Et vous pensez qu'on a besoin des livres dans cette période où tout va très vite et on saute un peu d'une conversation à l'autre? Ouais, alors ça, c'est une vraie question. C'est le livre et la lecture comme un temps décalé par rapport au chaos et au mode. Et moi-même, hein, je suis le premier. C'est-à-dire que si j'avais été ado, si j'étais ado aujourd'hui par rapport à l'ado que j'ai été, c'est évident que quand j'étais ado, il y avait moins d'opportunités autres, et donc la lecture était un vrai refuge, mais j'avais rien d'autre, j'avais même pas de magnétoscope, etc. Donc du coup, forcément, la lecture, c'était le moyen d'évasion. Aujourd'hui, il y a 1000 autres moyens d'évasion très rapides. Après, voilà, je suis persuadé que tout
contient toujours son paradoxe, c'est qu'un extrême renvoie à l'autre. C'est quand même curieux qu'aujourd'hui où tout va vite, ce qui marche bien, c'est les séries qui font que pour apprécier une série et qu'on est jeune, il faut y passer des dizaines d'heures. Et donc finalement, on retombe sur un temps long qui est plus le temps. Moi, je suis incapable de regarder une série parce que c'est trop long pour moi. Moi, mon format, c'est 1h30, 2 heures de film. Il faut que j'ai une fin, enfin, il faut que j'ai quelque chose. Si on me fait lambiner pendant 10 heures ou 12 heures avant d'avoir une conclusion, j'y arrive pas, je décroche. Bon, donc ça voudrait dire que les jeunes qui regardent ces séries sont finalement plus patients que moi par rapport à un format. Donc ça veut pas forcément dire que par exemple, que ces jeunes, quand ils vont se retrouver en vacances, par exemple, ils vont pas justement avoir envie de se poser sur un gros pavé. Voilà. Et puis il y a tout et son contraire. C'est évidemment l'exemple d'Harry Potter, de dire là, les jeunes sont incapables de lire plus de 100 pages. Et puis arrive Harry Potter, et puis finalement, ce qui cartonne, c'est des livres de 1000 pages. Bon, voilà, tout est toujours dans son contraire. Et comment dire, la mode naît toujours d'une rupture avec le mode de vie d'habitude antérieur. Donc, je pense que le livre en soi a un énorme atout, c'est qu'il est en totale opposition au mode de vie du smartphone, de la tablette, etc. Et donc, du coup, nécessairement, comme il apporte une rupture, le livre est un rebelle. Oui, exactement. Non, mais c'est clair. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, clairement, et j'en suis assez persuadé d'ailleurs que des jeunes, moi j'ai mes enfants par exemple, c'est ça, qui lisaient beaucoup, puis qui arrivent évidemment avec beaucoup de sollicitations, les tablettes, etc. À un moment donné, ils vont se dire, voilà, je veux exactement comme on en a marre on a envie de partir en vacances loin pour ne plus avoir les transports, les bagnoles, etc., du bruit, etc. Enfin, on aime ça, et d'un côté, à un moment donné, on a envie de s'en échapper. Je pense que le livre a complètement cette vocation-là, c'est qu'à un moment donné, on se dit, et c'est d'ailleurs pour ça que les tablettes, etc., le remplacent pas. C'est qu'à un moment donné, on a envie de se dire, c'est bon, je bosse sur tablette, je gère ma vie sur tablette. À un moment donné, la vraie coupure, c'est de me mettre dans le livre, dans le canapé, et de prendre un bouquin avec du papier. Et là, j'ai l'impression de faire autre chose, quoi. Voilà. Vous parliez des séries. Est-ce que vous êtes content des adaptations de vos romans, notamment Le Temps est assassin, qui était une mini-série sur TF1. Vous êtes content de ce qui a été fait? Ouais, moi c'est une vraie fierté. Alors je suis content, disons que je me suis pas investi dans les scénarios, mais c'est une vraie fierté parce que déjà c'est toujours une fierté d'avoir un livre qui devient autre chose et qui rentre un petit peu plus dans une forme de culture populaire. Là c'était 6-7 millions de spectateurs à chaque soirée, donc c'est sûr que ça va bien au-delà du retentissement d'un livre. Donc voilà, après il y a des choses que j'aurais fait différemment. Il y a des choses qui étaient au contraire que j'avais pas fait mais que j'ai trouvé génial de les avoir ajoutées. Voilà, après c'est pas l'auteur qui est toujours le mieux placé parce que évidemment il voit plutôt ce qu'on a amputé dans son roman. Mais je sais que tous ceux qui ont lu le roman, enfin qui n'avaient pas lu le roman, généralement ont adoré cette ou ces séries. Et puis une nouvelle fois, c'est quand même assez bluffant de voir ces personnages prendre vie, incarnés par des acteurs charismatiques. Enfin, et puis, tout en plus, de voir la Corse aussi bien filmée. Non, c'est assez bluffant parce qu'on se dit qu'il y a comme ça une équipe complète de 50 personnes, enfin de là qui se mettent au service du truc que vous avez inventé sur un bout d'ordinateur tout seul. Enfin, c'est ça qui me bluffe le plus. C'est-à-dire que moi, j'invente mes trucs forcément tout seul, enfin de façon très amateur finalement, sans autre enjeu que de me lever le matin puis d'écrire, puis me dire tiens, je vais retirer ce mot-là ou tiens, je vais changer le prénom de mon héroïne, et de voir ensuite que ça se transforme en une espèce de très très grosses machines avec des millions d'euros, des dizaines de personnes qui vont travailler sur un projet. Ça c'est extrêmement bluffant, quoi, de se dire tiens, j'imagine une scène où je sais pas, c'est la plage et ils chantent Forever Young, etc. Enfin, on invente une scène et puis de se dire tiens, ils se sont enquiquinés à reproduire à l'identique la scène. Ils ont été tournés en Corse, ils ont remis des décors des années 80. C'est vrai que c'est assez bluffant de se dire que ce qu'on avait juste dans la tête comme ça, ou un avion sans aile, ou on imagine un crash en plein milieu de la forêt, et puis ils reproduisent le crash en milieu de la forêt, on le voit avec, évidemment, je sais que ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué au soleil redouté, ça va faire envie à des producteurs et même des comédiens, si on leur dit qu'il faut aller tourner aux Marquises pendant un mois. Non ? Oui, alors les coûts sont quand même relativement élevés, et puis pour qui lira le roman, on comprendra que c'est pas si facile à adapter. Ouais. Mais une nouvelle fois,
moi, ce que j'aime dans mes romans, c'est qu'à la fois, ils sont pas faciles à adapter, mais du coup, ça peut être un vrai challenge pour un réalisateur. Parce que je pense que les gens adorent d'avoir des films ou des séries où il y a un twist, où il y a une vraie surprise à la fin. C'est finalement relativement rare d'avoir vraiment de se dire à la fin waouh, voilà, l'effet waouh de la fin d'un film ou d'une série. C'est finalement relativement rare. C'est parce que c'est très risqué de bâtir des structures juste sur l'effet final. Et donc c'est comme ça que sont généralement écrits mes romans. Donc j'aime bien ou j'aimerais bien effectivement que des réalisateurs osent ça, c'est-à-dire c'est cet effet waouh à la fin. Et mais je sais d'expérience qu'évidemment les spectateurs sont très très friands de ça. Mais c'est beaucoup plus facile dans un livre que par exemple sur une série télé où classiquement les télés ont très très peur que les gens trouvent avant, que ça fuite, que les gens décrochent. Donc voilà. C'est vrai que tout basé sur le. C'est possible qu'on vous le propose, en tout cas. J'espère, oui. Ok, merci beaucoup, Michel, pour ce petit moment autour de ce nouveau roman, Au soleil redouté, et puis de la lecture. Je vous souhaite une bonne année 2020, encore une fois. Merci à vous, et c'était très agréable. Merci beaucoup, Michel. À Merci. bientôt, au revoir. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux.